Bienvenue pour cette nouvelle saison des temps forts, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement de la formation. Et nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui, Alexa et moi. Bonjour Alexa. Bonjour Christine, bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous proposer d'explorer la notion d'usure professionnelle, les pistes de reconversion et les dispositifs mobilisables avec nos invités, et qui sont donc Quentin Chizin, coordinateur pédagogique d'Avenir Actif Bourgogne-Franche-Comté, et Francis Jérôme, directeur général de Transition Pro Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à tous les deux et merci Bonjour. de nous avoir Bonjour. rejoints. Bonjour. Merci, Merci pour l'invitation. merci à vous. Alexa, je te laisse la parole. Oui, merci à nos invités, bienvenue à tous. Alors, comme d'habitude, un petit point organisation avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vous rappelle que le webinaire est enregistré et que le replay sera accessible sur le site de Amphore, dans la partie replay, hein, c'est assez simple à trouver. Que vous avez la possibilité, bien sûr, d'échanger avec nos deux invités, donc via la rubrique de chat ou la rubrique de questions-réponses. Donc, vous pouvez commenter, faire part d'expérience, poser des questions. On va prendre plusieurs temps de questions au cours du webinaire de ce matin. Et puis, vous aurez accès à une infographie de synthèse en lien avec les échanges de ce matin qui vous sera envoyée par mail d'ici quelques jours, semaines, le temps qu'on ait fait le point sur tous les éléments qui vont être très riches ce matin avec nos invités. Donc, je vous souhaite un bon webinaire. Merci Alexa. Eh bien, donc, pour démarrer, la première question à nos invités, c'est qu'est-ce que l'usure professionnelle et quels sont les secteurs les plus touchés? Alors, voilà, normalement, je vous ai partagé Voilà, c'est l'écran. parfait. Voilà. Très bien. Alors, pour démarrer, pour répondre à votre question, Christine, Mhm. on va commencer par donner quelques chiffres sur l'usure professionnelle et puis donner la définition de l'usure professionnelle. Très bien. Donc, il faut savoir que l'usure professionnelle, en fait, c'est un processus qui va venir altérer, impacter la santé d'une personne et surtout qui va s'inscrire sur la durée. Ce qui va différencier notamment l'usure d'un accident, par exemple, de vie personnelle ou d'un accident de travail. L'usure professionnelle va altérer la santé vraiment sur une période de longue durée et qui résulte notamment d'une exposition prolongée à différentes contraintes de travail, puisqu'on parle d'usure professionnelle, donc on parle de milieu et d'environnement de travail. On va, en termes de contraintes, parler du port de charges lourdes, qui va impacter notamment tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, par exemple, des objectifs qui peuvent être irréalistes, trop soutenus, des injonctions contradictoires, des pressions temporelles qui peuvent aussi impacter la santé mentale en plus de la santé physique. Et cette usure professionnelle, en fait, elle va se traduire par des effets négatifs sur la santé du travailleur qui vont endommager ses capacités à réaliser son travail. Et une première statistique, en 2023, on a 20,5% des entreprises, notamment du secteur du commerce, des secteurs pardon, du commerce, du transport et des services divers, qui ont signalé que les salariés de plus de 50 ans étaient en situation d'usure professionnelle. Et 53% de ces entreprises faisaient face à des problèmes de santé récurrents, notamment en lien avec les troubles musculo-squelettiques. Donc c'est aussi une question de société, de travail, puisque on constate qu'on a quand même une entreprise sur cinq qui constate un impact de cette usure professionnelle sur la santé de ses salariés. Et puis, c'est un processus qui peut apparaître assez tôt dans le parcours. Ça concerne pas forcément que des salariés qui sont en fin de carrière. On peut prendre l'exemple de jeunes salariés qui ont commencé sur des contrats en alternance, sur des métiers très physiques dans le BTP, dans la logistique ou autre, et qui, les années se cumulant, à un moment donné, vont déclencher des accidents de travail, des maladies professionnelles qui sont en lien avec des contraintes de travail qui viennent impacter leur santé. Et l'usure professionnelle, justement, dans cette dynamique, elle va avoir tendance à augmenter le risque d'accident de travail et de maladie professionnelle
plus on est dans un environnement de travail, plus on est soumis à des contraintes physiques, psychologiques qui vont venir impacter notre santé, plus ça dure, plus on va avoir un risque d'accident de travail et d'apparition de maladies professionnelles qui va augmenter. Aujourd'hui, les secteurs les plus touchés, pour répondre à la question de Christine, ce sont ceux de la santé, du nettoyage et du travail temporaire, de l'intérim, avec 29% des accidents de travail sur l'année 2022. Ensuite, on a l'alimentation, donc les métiers en lien avec l'alimentation, qui représentent 17% des accidents de travail, suivi du secteur du transport et du secteur du BTP, 15 et 14% respectivement. Et à titre d'exemple, dans le BTP, dans les travaux publics, on a un salarié sur 18 qui est victime d'un accident de travail par an, soit un accident toutes les 2 minutes, en sachant qu'on est sur des métiers qui sont assez fortement exposés à des contraintes physiques. Il y a beaucoup de port de charges lourdes, il y a beaucoup de postures pénibles qui viennent contraindre le corps du salarié et qui va avoir un impact après sur l'accidentologie. Et l'usure professionnelle, c'est important à prendre en compte, notamment dans un contexte de reconversion professionnelle, puisque un des objectifs de la reconversion professionnelle, et on va en parler par la suite, c'est justement de permettre aux salariés qui sont dans des situations avec de l'usure professionnelle, avec un métier qui va venir contraindre et impacter leur santé, de se reconvertir sur d'autres métiers qui vont un peu plus préserver leur santé physique et mentale. On a, en termes de statistiques, notamment 86% des salariés qui voient la formation comme une nécessité déjà pour conserver leur employabilité, pour rester compétitifs sur le marché du travail. On a 46% aujourd'hui des salariés qui estiment aussi être bien informés sur les modalités de financement et de formation, et 49% qui préparent déjà ou envisagent une reconversion professionnelle. Donc c'est important de prendre en compte cette usure professionnelle dans le cadre d'une reconversion et d'une évolution professionnelle, parce qu'on voit, on a déjà un salarié sur 2 qui envisage ce type de changement à titre professionnel. Et alors j'ai un petit exemple de vidéo avec Ludivine. Hop, normalement, je devrais pouvoir la partager. Vous devriez pouvoir la voir. Super accompagnement professionnel, rapide et beaucoup de bienveillance. La personne qui s'est occupée de moi a vraiment été bienveillante, empathique, très à l'écoute. C'est un accompagnement rapide, efficace, qui permet de se poser les bonnes questions et d'aller droit au but en fait. J'étais peintre décoratrice spécialisée dans le béton ciré. À force de travailler pendant 11 ans, 12 heures par jour, j'ai eu des soucis de santé au niveau des bras. Et c'est ce qui a fait que j'ai commencé à me poser des questions. J'ai découvert le conseil en évolution professionnelle. La personne qui s'est occupée de mon accompagnement a été vraiment bienveillante, m'a posé beaucoup de questions, m'a envoyé à chaque fois tous les documents nécessaires pour faire le travail sur moi-même en fait. Et nous avions évoqué pendant notre entretien donc la possibilité de devenir enseignante. Et en très peu de temps en fait, j'étais déjà en poste. Je suis enseignante en génie civil, ouvrage et réalisation au lycée Saint-Henri à Marseille et formatrice en isolation plâtrerie au lycée Jacques Reynaud à Marseille aussi. Je suis super heureuse de cette reconversion parce qu'en fait, ça me permet finalement de rester dans mon domaine, de transmettre en fait ma passion, ma motivation et mon savoir-faire à mes élèves. Sans le conseil en évolution professionnelle, je pense que je n'aurais jamais réussi ma reconversion. C'est vraiment une autre vie qui a démarré. Pour moi, c'est une véritable réussite. Voilà. Donc
Donc ça, c'est un exemple du coup de Ludivine qui a travaillé sur un métier avec des contraintes physiques qui venaient impacter sa santé. Et à un moment donné, s'est posé la question de la reconversion professionnelle pour s'extraire de conditions de travail qui pouvaient mettre en péril sa santé et aller sur un métier, donc le métier de formatrice, qui va être beaucoup plus en lien avec son état de santé et lui permettre de continuer son activité professionnelle, sa carrière, tout en préservant justement sa santé. Alors, on va regarder du côté des questions. On a fait le point sur la définition de l'usure professionnelle. L'exemple est assez éclairant et intéressant. Si vous avez des questions, le principe, c'est plutôt que vous utilisiez le chat. Je vois quelqu'un qui lève la main. Si vous pouviez nous formuler votre question dans la rubrique de questions, ça serait parfait. On va vous laisser 1 ou 2 minutes peut-être pour réagir sur les quelques chiffres qui ont été partagés, sur les éléments de définition, peut-être sur l'exemple qui a illustré ces propos, avant de parler plutôt des dispositifs qui permettent de basculer en fait dans cette logique de reconversion. Alors, on attend peut-être 1 ou 2 minutes s'il y a des questions, et puis ensuite on va partir sur les questions de dispositifs. N'hésitez pas à utiliser la petite rubrique pour nous formuler vos questions. Bon, alors peut-être que les questions arriveront après. Ce que je vous propose, c'est que du coup, on s'interroge maintenant sur quels sont les dispositifs qui permettent de trouver des solutions, comme ça a été le cas dans le témoignage par rapport à l'usure professionnelle, et pour quels usages on peut utiliser ces différents dispositifs. Justement, quand on est dans une situation d'usure professionnelle et qu'on souhaite profiter d'une reconversion professionnelle sur des métiers qui vont un peu moins impacter notre santé, on a différents dispositifs qui sont mobilisables pour notamment financer des projets de reconversion et de formation professionnelle. On va commencer par vous présenter un des dispositifs central par rapport à l'usure professionnelle, qui est notamment le compte professionnel de prévention. Et puis, on vous présentera par la suite des dispositifs qui y sont liés, plus ou moins liés, et qui sont liés surtout aux risques professionnels dans leur ensemble. L'objectif du C2P, du compte professionnel de prévention, c'est de permettre en fait aux salariés d'obtenir ce qu'on appelle des points pénibilité lorsqu'ils sont sur des métiers, des postes qui vont être exposés à des risques professionnels. Ces risques professionnels, vous les retrouvez sur la diapo en dessous. On en a 6 qui permettent d'obtenir des points pénibilité. On a le travail de nuit, le travail en équipe successive, c'est-à-dire en 3-8, en 2-8 notamment. On a le travail répétitif avec des mouvements répétés, des fréquences de répétition qui peuvent être élevées et des cadences de travail qui sont contraintes. Des environnements de travail qui sont liés à de la pression atmosphérique avec des activités exercées en milieu hyperbare, des risques professionnels qui sont liés aux températures extrêmes, que ce soit dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire des températures très basses ou très hautes. Et puis, un dernier facteur de risque professionnel qui est associé au bruit. Donc, à savoir que ces 6 risques professionnels, on vous l'a pas forcément mis dans la diapo pour pas trop alourdir, mais pour chacun de ces risques, vous avez un certain seuil. Je prends l'exemple du travail de nuit. Alors, Francis, tu me corrigeras si je dis une bêtise. Normalement, c'est à partir de 100 nuits travaillées dans l'année. À partir du moment où on passe ce seuil-là, ça veut dire qu'on est exposé à ce facteur de risque et à partir de minimum 100 nuits dans l'année, on va déclencher le crédit d'un point pénibilité, enfin de points pénibilité plutôt, sur ce fameux C2P.
Si je peux me permettre, juste pour préciser ça, c'est important parce que, vous voyez, on parle de bruit. Dans beaucoup d'entreprises, il y a du bruit, mais c'est bien effectivement un niveau d'exposition et une durée d'exposition, ce qui fait que s'il y a du bruit et que l'entreprise a trouvé des outils pour réduire le risque, genre bouchon, casque, effectivement, il peut ne pas y avoir de compte professionnel de prévention dans cette entreprise. Mais je crois que c'est important à le savoir, effectivement. Mm. Les facteurs de risque, il y a eu un niveau d'exposition et effectivement une durée, comme l'a dit Quentin. Tout à fait. Et donc, à partir du moment où vous êtes sur un métier qui est exposé à ces facteurs de risque et que vous dépassez ce seuil en termes de durée et d'exposition, vous allez avoir votre compte professionnel de prévention qui va être alimenté en points pénibilité, en sachant qu'il est alimenté à hauteur de 4 points par an et par facteur de risque. Donc en général, c'est calculé par trimestre. Vous avez 1 point par trimestre travaillé avec une exposition au facteur de risque et vous multipliez ça par le nombre de facteurs de risque auxquels vous êtes exposé. Si vous travaillez en équipe alternante et de nuit, vous avez en tout 8 points dans l'année puisque 2 facteurs de risque multipliés par 4 points. Sur le C2P, les 20 premiers points sont exclusivement réservés à de la formation professionnelle, à savoir que 1 point permet de financer 500 euros par rapport à de la formation professionnelle. Pour On peut peut-être, pouvoir... excuse-moi, juste Oui, préciser une chose, c'est que ça concerne que la formation et non pas le projet de reconversion. Il faut juste le oui, préciser puisqu'on va plus loin. Voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé. oui, tu fais bien. En sachant que d'ailleurs ce C2P ne sert pas qu'à la formation et à la reconversion professionnelle, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour partir en retraite anticipée en finançant les trimestres manquants via le C2P et également aménager un temps partiel sans perte de salaire où justement les points C2P vont venir compenser le manque à gagner en termes de rémunération ou permettant d'avoir le même niveau de salaire. Les conditions pour pouvoir mobiliser ce C2P, c'est de travailler dans le secteur privé, d'être affilié à un régime général de la sécurité sociale, d'avoir un contrat de travail d'au moins 1 an et d'être exposé à au moins un facteur de risque au-delà d'un certain seuil, on le disait notamment en termes de durée et d'exposition. Quel que soit votre statut, que vous soyez en CDD, CDI, intermittent du spectacle ou intérimaire. Et si on en reparlera par la suite, mais si vous souhaitez mobiliser ce C2P, l'accompagnement CEP, c'est-à-dire le conseil en évolution professionnelle, est obligatoire pour pouvoir le mobiliser dans le cadre d'une formation ou d'un projet de reconversion, puisqu'on vous délivre une attestation qui permet de mobiliser vos points C2P. Francis, je ne sais pas si tu avais d'autres points à rajouter sur le C2P. Ah, par contre, tu peux repréciser la durée du contrat de travail parce que je crois que tu n'as pas dit ce qui était écrit, c'est pour ça, pour pas qu'il y ait de problématiques. Avoir un contrat de travail d'au moins 1 mois, pardon, un j'ai mois, dit 1 an, voilà. je Ah ouais, crois. je crois, voilà, voilà. Oui, Qu'on je me suis soit, trompé, c'est voilà. 1 mois. Non, sur la partie C2P, effectivement, nous, on n'intervient pas, on va intervenir sur un dispositif qui est lié au C2P après, mais je pense que tu as été très complet, donc on peut continuer effectivement. Hop, j'ai été un peu vite. Alors, pour vous donner un exemple d'accompagnement et de mobilisation du C2P, alors vous avez eu la vidéo de Ludivine, mais là, vous avez aussi le cas d'Alain, qui est soudeur en métallurgie depuis 8 ans. Alain, aujourd'hui, a 52 ans. Il travaille en roulement en environnement bruyant et avec de fortes températures. Donc, il est exposé à au moins 3 facteurs de risque professionnels. Et l'objectif d'Alain, c'est de sécuriser sa troisième partie de carrière. Aujourd'hui, il se sent fatigué psychologiquement et nerveusement et il lui est arrivé d'avoir été en arrêt, ce qui lie à son niveau, à son activité de travail et à son usure professionnelle. Donc l'objectif d'Alain et ce qu'il va entamer comme démarche avec un conseiller en évolution professionnelle, ça va être déjà d'identifier ses priorités de changement de travail, de métier et les compétences qu'il possède, mais aussi les compétences qu'il va devoir acquérir pour se reconvertir. Ça lui a permis d'explorer plusieurs métiers qui sont non exposés aux facteurs de risque professionnels en tenant compte des emplois de son territoire. Donc l'idée, c'est aussi de voir sur le territoire le marché du travail et ce qui est possible en termes d'opportunités de travail.
Il a pu identifier aussi le sol qui lui est disponible au titre du compte de prévention, du compte professionnel du C2P, tout simplement. Et il a préparé un argumentaire pour demander un entretien à son employeur, dialoguer autour de ses ambitions professionnelles pour aussi envisager une évolution en interne. Parce qu'une reconversion, une transition professionnelle n'a pas d'obligation à se faire forcément en externe en quittant l'entreprise. In fine, il a pu mobiliser ses points C2P pour engager une formation certifiante de technico-commercial. Et suite à sa formation, il a remis son CV à jour, préparé des candidatures et il a été recruté sur le poste identifié de technico-commercial qui n'est pas exposé aux facteurs de risque professionnel qu'on a vu précédemment. Donc ça, c'est un exemple de mobilisation du C2P. Et puis, je vous le disais un peu plus tôt, on a d'autres dispositifs qu'on va pouvoir mobiliser, notamment aussi avec Transition Pro. Et le premier, c'est le dispositif prévention usure professionnelle, le PUR. Francis, peut-être que Oui, tu peux nous le présenter. d'accord. Et merci, merci Quentin. Effectivement, dispositifs qui sont apparus, donc pour faire rapidement un petit historique, qui sont apparus l'année dernière suite à la négociation, on va dire, sur la loi qui a réformé les retraites. Et ce qui est intéressant, là, Quentin l'a déjà dit, mais je le répète, ces dispositifs ne sont pas liés exclusivement aux seniors ou aux gens en fin de carrière. C'est bien, et vous l'avez vu avec les exemples qu'on a pu voir, ce sont bien des dispositifs sur l'usure professionnelle qui concernent tous les salariés qui sont concernés par l'usure professionnelle. Et on peut être aussi usé professionnellement à 30 ou à 35 ans, ça peut arriver. Donc, ce dispositif qu'on appelle prévention usure professionnelle, un des deux dispositifs nés l'année passée, il est effectivement comment dire, réservé aux salariés du secteur privé qui bénéficient d'un C2P. Alors, on n'est plus obligé forcément d'être en emploi sur un poste qui donne du C2P, mais il faut avoir des points effectivement sur son C2P. Donc, le compte professionnel de prévention, c'est l'ancien compte pénibilité. Il a changé de nom plusieurs fois. C'est pas toujours facile de suivre. On va l'appeler C2P, hein, c'est plus simple. Et donc, ça permet effectivement, avec vos points, avec les points, le salarié peut suivre un bilan de compétences, une validation des acquis de l'expérience et une ou plusieurs actions de formation dans un cadre de reconversion, effectivement aussi. Sachant que dans le cadre du dispositif pur, c'est les trois choses, donc bilan, validation, action de formation, doivent se faire dans un ordre chronologique pour pouvoir être éligible au financement. L'objectif est bien de se reconvertir sur un métier non exposé aux facteurs de risque associés au C2P. Quentin vous les a présentés tout à l'heure. Il y en a 6. En tout, il y a 10 facteurs de risque. Là, il y en a 6 qui alimentent le C2P, qui sont associés au C2P. Et donc, le choix de la reconversion du bénéficiaire doit se faire sur un métier qui n'est pas exposé à ces 6 facteurs de risque. Voilà. Donc, comme on l'a dit, voir un C2P alimenté, il faut être effectivement salarié du secteur privé, quel que soit le statut, hein, donc intérimaire et intermittent du spectacle sont les bienvenus aussi, effectivement. Et donc, on va pouvoir financer une formation, une action de formation, une ou plusieurs actions de formation d'ailleurs, puisqu'on peut financer un parcours, formation forcément certifiante, sur ou hors temps de travail, et surtout en vue de changement de métier ou de profession. Alors, pour le dire, globalement, les deux dispositifs s'appuient grosso modo sur le fonctionnement du projet de transition professionnelle classique avec quelques petits aménagements. Je vous en ai déjà donné un, puisque le choix du métier n'est pas libre, puisqu'il faut que ce soit un métier non exposé aux facteurs de risque. Dans le cadre du PUR, c'est le compte professionnel de prévention de la personne qui va être pris en premier lieu pour financer les actions de formation, donc coût pédagogique, mais aussi rémunération et éventuellement frais annexes s'il y en a. Et si effectivement il n'y a pas assez de fonds sur le CDP, il y a des cofinancements possibles par le demandeur, par l'employeur ou l'OPCO, mais surtout avec Transition Pro qui peut abonder sur ce qui reste à engager. Les droits C2P doivent au moins représenter 15% du coût du projet, ça c'est important, effectivement, puisque sinon le projet n'est pas éligible au dispositif prévention usure professionnelle. Pourquoi je dis ça? Parce que
ça ne veut pas dire que le projet n'est pas éligible au financement de la formation, mais pas dans le cadre du PUR. On pourra le présenter dans le cadre du projet de transition professionnelle classique, mais pas dans le cadre du PUR, s'il n'y a pas ces 15% là. Voilà. Une autre petite chose qui n'est pas notée, qui n'est pas forcément à retenir, c'est que les transitions pro, réglementairement parlant, ne doivent pas engager plus de 10% de leur dotation PTP sur le dispositif pur annuellement, ce qui correspond sur la Bourgogne-Franche-Comté à peu près à 1,3 million d'euros. Donc, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là, étant donné qu'on vit en abondement, qu'il y a le C2P qui finance, on n'a pas trop de problématiques, pour l'instant en tout cas, sur ce dispositif-là. Accompagnement CEP obligatoire. Alors, c'est bien de le dire, c'est bien de l'écrire parce que là c'est obligatoire, mais on vous le dira pour l'autre où c'est pas obligatoire, que c'est pour tous les dispositifs dont on parle, et tous les autres dont on parlera pas non plus, l'accompagnement CEP quand c'est pas obligatoire est vivement conseillé. Voilà. Et pour finir sur ce dispositif, sur cette slide, dans le cas d'une participation de transition pro, donc je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, les règles du PTP s'appliquent hors les priorités, c'est-à-dire qu'on n'applique pas la liste des priorités de France Compétences dans le cadre du passage en commission pour le PUR. Je te repasse la main, Quentin, je crois qu'il y a un témoignage aussi. Tout à fait. Donc, pour donner justement un exemple d'accompagnement conseil en évolution professionnelle, dans le cadre du PUR, donc on a l'exemple de Sonia, qui elle est infirmière en établissement de santé depuis 12 ans. Elle est exposée à des facteurs de risque qui sont associés au C2P. Elle travaille de nuit, elle travaille en roulement, le week-end et en astreinte. Et elle a souffert d'une grave pathologie récemment qui a entraîné un long arrêt maladie. À son retour dans l'entreprise, Sonia elle est encore en période de rémission et elle souhaite en profiter pour faire le point sur sa situation professionnelle. Elle aimerait bien changer de métier tout en restant au sein de son entreprise, au sein de son établissement de santé. Donc, typiquement, un exemple d'accompagnement du conseil en évolution professionnelle, ça a permis à Sonia de formuler sa volonté de ne pas quitter son entreprise et d'identifier le métier d'assistante administrative qui est non exposé aux facteurs de risque professionnel dans le cadre d'une mobilité interne. Et à ce titre-là, Sonia, elle a pu être accompagnée par le conseil en évolution professionnelle afin d'échanger avec son employeur, de préparer son pitch, son argumentaire, pour pouvoir négocier justement cette mobilité en interne. Parce qu'il ne suffit pas de juste identifier le métier, il faut aussi s'assurer que l'opportunité d'évolution existe bien. Elle a également fait le point sur le solde disponible sur son C2P et elle a pu mobiliser le PUR afin d'engager déjà dans un premier temps un projet de VAE, de validation des acquis de l'expérience, afin d'obtenir la certification nécessaire pour pouvoir se reconvertir et sécuriser sa transition professionnelle. Et suite à sa VAE, elle a pu bénéficier d'une vacance de poste au sein de son entreprise sur le poste d'assistante administrative qu'elle identifiait qui était du coup non exposé aux facteurs de risque professionnel. Donc à ce titre-là, comme le disait Francis, effectivement l'accompagnement CEP il est obligatoire. C'est pas simplement pour cocher des cases et remplir des attestations. Derrière, l'objectif c'est aussi de pouvoir sécuriser avec vous le projet professionnel, s'assurer qu'il est bien viable tant d'un point de vue de vos contraintes personnelles, professionnelles aussi en termes de motivation, d'envie, de compétences, qu'il est viable aussi d'un point de vue économique et financier, et puis qu'il s'inscrit bien dans un marché du travail, c'est-à-dire qu'il est viable aussi en termes d'opportunités professionnelles. C'est pas un métier où vous allez être en forte concurrence et à l'issue de la formation, vous allez mettre 5 ans à trouver un poste parce que vous allez être en concurrence avec des personnes plus expérimentées, mieux formées ou autres. Donc voilà un exemple où on peut mobiliser justement ce dispositif du PUR. Un exemple aussi de circuit de mobilisation des droits C2P et des points pénibilité dans le cadre du PUR. Donc vous voyez, bien souvent, ça commence justement par cet accompagnement avec le conseiller en évolution professionnelle qui est dispensé
aux salariés par Avenir Actif, où on va préparer le projet avec l'opérateur du conseiller en évolution professionnelle. Le conseiller va fournir une attestation d'accompagnement aux salariés qui stipule qu'on a travaillé le projet, qu'on a identifié un métier qui est non exposé à des facteurs de risque professionnel. Et cette attestation, ça va permettre aux salariés de faire une demande de mobilisation, une demande déjà d'attestation de points C2P pour savoir combien de points C2P sont inscrits sur son compte directement depuis l'espace personnel C2P. Donc là, ça va passer sur la plateforme C2P. La plateforme C2P va pouvoir fournir cette fameuse attestation de points C2P mobilisable aux salariés. En parallèle, le salarié réalise une demande d'autorisation d'absence. Alors, pour le PRP, ça c'était l'ancien nom du PUR. Aujourd'hui, ça s'appelle bien le PUR PUR. Donc, une demande d'autorisation d'absence pour le projet de reconversion à son employeur lorsqu'une action de formation est réalisée tout en ou en partie sur le temps de travail. Donc, à partir du moment où l'action de formation se passe alors que vous êtes censé être sur votre temps de travail, il faudra une autorisation d'absence de votre employeur. Et une fois que le salarié reçoit cette fameuse attestation de points C2P mobilisable, il va pouvoir déposer sa demande de prise en charge, donc son fameux dossier PUR, depuis son espace personnel Transition Pro, en ajoutant en pièce jointe évidemment cette attestation de points C2P. À partir de là, le dossier est passé à Transition Pro. Francis, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Oui, effectivement. Alors, déjà, d'une première chose, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on reste sur les règles du PTP. Donc, on est aussi sur un dépôt à 90 jours, comme d'habitude. L'autorisation d'absence qui a été faite effectivement en accompagnement avec le CEP est faite dans un cadre de délai réglementaire également. Donc, on va instruire la demande de la même manière, effectivement, qu'un projet de transition classique. Simplement, effectivement, on a ce document C2P qui nous permet de savoir quels sont les fonds qui vont pouvoir être mobilisés pour calculer le montant global du dossier, vérifier comme je l'ai dit tout à l'heure, que le montant C2P va bien présenter au moins 15% du coût total du projet, et puis vérifier bien entendu les conditions de mise en œuvre. Il y a conditions d'ancienneté, il y a des choses comme ça. Et donc, on va soumettre le dossier à la commission d'instruction, hein, donc comme n'importe quel dossier classique, n'importe quelle demande de financement. Et puis, donc, on va notifier notre décision aux salariés, donc avec une demande accepter, ce qui veut dire que je vais relaisser la parole à Quentin, mais c'est vrai qu'on est sur la deuxième partie, normalement, une partie qui sera un peu automatisée d'ici quelques mois, qui permettra de faciliter les choses. Mais effectivement, on a eu une attestation de points mobilisables. Maintenant, il va falloir mobiliser les points. Tout à fait. Alors, dans le cas je vais déjà commencer par le refus de la demande. Si jamais le dossier PUR est refusé, donc le salarié est notifié, il peut revenir vers son conseiller en évolution professionnelle pour refaire un point sur son projet. Éventuellement voir pourquoi le dossier a été refusé. Est-ce que c'est parce qu'il manque des informations sur certains éléments du dossier? Est-ce que celui-ci est considéré comme non viable sur certains aspects que j'ai pu citer précédemment, pour pouvoir refaire une nouvelle demande de prise en charge, peut-être sur le même métier, mais en apportant des nouvelles informations qui vont permettre d'accepter le dossier, ou au contraire, travailler un autre projet professionnel, une autre reconversion possible sur un autre métier, où cette fois-ci, la demande sera plus facilement acceptée, toujours en gardant cette motivation, cette envie du salarié à se reconvertir, évidemment, sur ce nouveau métier. Et puis, dans le cas où la demande est acceptée par la commission de Transition Pro, Transition Pro va demander une attestation de points C2P mobilisable. C'est-à-dire que vous avez envoyé l'information via la première attestation des points qui sont actuellement sur votre C2P. Et comme le disait Francis, la prochaine étape, ça va être de venir mobiliser ces points-là pour pouvoir financer votre projet de reconversion professionnelle. Donc, on va refaire une demande auprès de la plateforme C2P
pour demander cette fois-ci une attestation de confirmation de mobilisation des points C2P. Vous allez indiquer le nombre de points à mobiliser et la plateforme va vous fournir cette attestation en indiquant que ces points-là vont bien être mobilisés par rapport à votre projet. Une fois que vous recevez cette attestation, que vous recevez la décision de la commission, donc vous renvoyez les informations, les documents, notamment l'attestation C2P, de l'attestation de mobilisation de points C2P auprès de Transition Pro pour que cette fois-ci, le déclenchement du financement puisse être finalisé et s'effectuer pour que l'organisme de formation puisse obtenir le financement et que vous puissiez intégrer et rentrer dans le parcours de formation, qu'il s'agisse d'une VAE, d'un bilan de compétences ou d'une formation certifiante. Je vais me permettre de préciser, pardon, par rapport au refus du dossier. C'est vrai qu'on est dans un cadre d'usure professionnelle, on est dans un cadre où la personne risque souvent une inaptitude au bout d'ici quelques années. Ça n'empêche pas que le projet doit être travaillé. On ne fait pas de chèque en blanc à Transition Pro, donc s'il manque des données, effectivement, il peut y avoir une demande refusée. C'est vrai qu'on va être certainement, on va avoir une bienveillance supplémentaire du fait de cette usure professionnelle, mais si le projet n'est pas travaillé et n'est pas forcément finalisé comme on le pense, effectivement, il peut y avoir des refus. Et je vous propose qu'on passe du coup au dernier dispositif qui est associé à des facteurs de risque professionnel, mais cette fois-ci qui n'est pas associé au C2P, qui est le Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle, le FIPU. Et je te repasse à nouveau la main, Francis, pour nous Voilà, présenter le dispositif. merci. Effectivement, donc, on peut être clair, si le salarié bénéficie, enfin, est titulaire d'un C2P, c'est le PUR. S'il n'en a pas, c'est le FIPU. S'il a un C2P, il ne peut pas avoir le FIPU. Et voilà. Et s'il n'a pas de C2P, il ne peut pas avoir le PUR, effectivement. Donc le FIPU, c'est le Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle, qui a été doté de 1 milliard d'euros pour 5 ans par le gouvernement, 200 millions par an. Dans ces 200 millions, il y a une partie effectivement qui est liée à la reconversion professionnelle. Pour 2024, c'était 40 millions d'euros pour les transitions pro. On n'a pas encore le chiffre exact pour 2025, mais a priori, ce serait la même somme. Et donc là, on est sur des gens, des personnes, des salariés qui subissent des contraintes physiques marquées, mais qui ne sont pas les 6 facteurs de risque que vous a présenté Quentin tout à l'heure. En fait, on est sur les vibrations mécaniques, on est sur les manutentions manuelles de charge, par exemple, et on est sur les postures pénibles. Donc, posture pénible, ça peut être la caisse, tenir une caisse dans la grande distribution, par exemple. On peut considérer ça comme une posture pénible. Ça ne donne pas lieu effectivement au C2P. Et ça fait partie donc des facteurs de risque réglementaires. Petite parenthèse rapide, en fait, il y en a 10 de facteurs de risque réglementaires. Il y en a 6 qui associent du C2P, on les a vus tout à l'heure. Il y en a 3 que je viens de vous donner. Et il y en a un quatrième qui s'appelle risque chimique, qui n'a pas été retenu dans ces 2 dispositifs. Donc, il n'est pas retenu non plus pour le FIPU. Donc, il n'amène pas la possibilité d'ouvrir un dossier FIPU dans ce cadre-là. Un autre aparté, vous le voyez, il n'y a rien sur la santé mentale. Donc, aujourd'hui, réglementairement parlant, il n'y a pas de facteur de risque lié à la santé mentale. Voilà. Donc, un salarié qui, lui aussi, est suite à ses contraintes physiques, qui sont plus ergonomiques, effectivement, et qui sont liées véritablement à sa personne et pas forcément à ses conditions de travail. Il n'y a pas forcément du bruit, mais par contre, voilà, il a des positions un peu délicates, des choses comme ça. On est toujours sur cette usure, sur cette idée d'éviter éventuellement une inaptitude et de pouvoir se reconvertir. Alors là, la reconversion, elle est sur un métier non exposé aux 10 facteurs de risque, à la totalité des facteurs de risque. Ce qui est un peu logique si on veut l'entendre, c'est qu'on ne va pas aller sur un métier qui va être exposé à des facteurs de risque qui ouvriraient au C2P parce que ça ne faciliterait pas forcément une éventuelle évolution physique. Donc, un métier non exposé aux facteurs de risque professionnels.
Il s'agit, comme pour le pur, mais encore plus là, d'un projet de transition professionnelle, le PTP aménagé, puisque toutes les dispositions du Code du travail relatives au PTP s'appliquent pleinement, même la liste de priorités, effectivement. Et donc, pour ce fonds d'investissement, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 40 millions pour les transitions pro. Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, nous avons été dotés pour 2024 d'un peu plus de 1,3 million d'euros. Voilà. Nous avons commencé les financements des projets en juin et si tout se passe bien, nous aurons effectivement utilisé l'ensemble de la dotation pour la fin de l'année. Voilà. Donc les conditions, je vous l'ai dit, vibration mécanique, posture pénible, manutention manuelle de charge, voilà ces facteurs de risque. Et puis on peut voir les présences de contraintes physiques via les fiches métiers, les fiches ROM entre guillemets, puis Métiescope et RNCP. Au niveau de la prise en charge, on est sur une prise en charge PTP classique. Simplement, il y a une obligation dans ce fonds, c'est la participation de l'employeur à hauteur de 5% des coûts pédagogiques. Alors, soyons bien précis, c'est pas le coût de l'ensemble du projet, c'est le coût pédagogique. Donc, si il y a 6 000 euros de coûts pédagogiques à destination de l'organisme de formation, bien l'employeur devra participer à hauteur de 300 euros. La prise en charge, coût pédagogique, rémunération et frais annexes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'accompagnement CEP n'est pas obligatoire, mais vivement recommandé. Parce que nous estimons véritablement que de présenter son projet, même s'il est ficelé, même s'il est terminé, présenter son projet à un conseiller permet de pouvoir avoir un retour sur des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé. On est tout près dans notre truc, on est complètement dedans, le CEP lui est à l'extérieur, il peut prendre un peu de recul et vous dire, voilà, est-ce que vous avez pensé à ça, est-ce que vous avez pensé à ça. Donc l'accompagnement CEP est vivement conseillé. Ça reste des dossiers qui, mine de rien, peuvent être assez techniques. Donc, autant s'assurer de ne pas tomber entre gros guillemets dans des pièges, même si c'est pas dans des pièges, mais en tout cas de ne pas zapper un élément, une information qui pourrait être essentielle pour que la commission étudie pleinement le dossier. Tout à fait. Et pour finir sur le FIPU, un troisième exemple d'accompagnement, donc cette fois-ci sur le FIPU avec Nadine qui est conductrice de poids lourd depuis 20 ans. Elle n'est pas exposée aux facteurs de risque associés au C2P, mais elle aimerait toutefois changer de métier parce qu'elle se rend compte que ses conditions de travail ne sont plus adaptées à sa situation de santé. Elle craint d'être déclarée en inaptitude à son poste. Elle est souvent en arrêt de travail à cause de son état de santé qui est lié, semble-t-il, à ses conditions de travail, notamment la posture statique, les vibrations mécaniques et le port de charges lourdes. Avec le conseil en évolution professionnelle, elle a pu analyser sa situation et identifier un besoin de réaliser déjà un bilan de compétences pour pouvoir travailler son projet professionnel. Elle a été guidée dans la procédure à mettre en place pour pouvoir le financer. Et suite à son bilan de compétences, elle a identifié un projet de devenir assistante comptable. Une fois le projet identifié, là, elle a pu formaliser son plan d'action pour pouvoir se convertir et elle a constitué, avec l'aide du conseil en évolution professionnelle, son dossier FIPU qu'elle a ensuite déposé auprès de Transition Pro et qui a été accepté, ce qui lui a permis de partir en formation. Alors, pour aller plus loin, je passe très rapidement sur cette slide-là, mais vous avez plusieurs documents, que ce soit des plaquettes, des flyers qui sont mis à disposition, notamment sur le site Avenir Actif, mais également sur le site de Transition Pro pour vous expliquer ces différents dispositifs. Et puis après, ce qu'on vous encourage, et puis on va le voir derrière, c'est comment mobiliser ces dispositifs à venir vous renseigner auprès du conseiller en évolution professionnelle ou de Transition Pro pour plutôt la partie instruction du dossier.
Alors peut-être que avant de passer sur la mobilisation des dispositifs, il y a un certain nombre de questions qui ont été rédigées sur ces dispositifs dans la présentation. On peut peut-être y revenir pour qu'on reste sur le cœur du sujet. Donc il y avait des questions sur le démarrage par rapport à la présentation du C2P, de savoir si les points du C2P sont cumulables avec le CPF et de savoir comment ils sont sollicités. Est-ce qu'ils doivent être sollicités au fur et à mesure avec la possibilité d'une anticipation ou pas? Est-ce qu'il y a un effet rétroactif et est-ce qu'il y a des justificatifs à conserver? Ça, c'est déjà la première question. Et puis après, on aura des questions plutôt sur les questions d'interprétation, notamment de savoir si la posture assise prolongée dans des métiers administratifs peut justifier une posture pénible au titre du FIPU. Et de savoir s'il y a une évolution possible à venir sur la santé mentale telle que vous l'avez évoqué par rapport à des priorités nationales. Voilà Alors, les questions. Je vous laisse peut-être pour intervenir l'un ou démarrer, l'autre. oui, pour démarrer sur effectivement le cumul des points de C2P avec le CPF. Donc là, je vais parler uniquement de la mobilisation du C2P seul, pas du pur. En fait, quand vous allez mobiliser votre C2P et vos points pénibilité, on parle d'un abondement CPF. C'est-à-dire que vous allez transformer vos points en argent pour financer une formation et cette somme de points qui aura été transformée en euros va venir abonder votre CPF. Donc, elle va être transférée sur votre compte personnel de formation, ce qui va vous permettre derrière d'acheter directement sur la plateforme Mon compte formation une formation qui est référencée sur la plateforme. Donc là, on parle bien d'un abondement. Et puis, sur la deuxième question sur les points C2P, doivent-ils être sollicités au fur et à mesure ou est-ce qu'il y a un effet rétroactif? En fait, vos points C2P, vous mobilisez le nombre de points qui a été fixé. Donc, dans le cadre d'un abondement, c'est le nombre de points dont vous avez besoin pour financer la formation. Dans le cadre d'un pur, bah, c'est pareil, c'est le nombre de points qui va correspondre à la somme qui sera nécessaire à financer la formation si les points C2P sont suffisants. Par contre, dans le cas où les points C2P ne sont pas suffisants, là, c'est la totalité de vos points C2P qui va être mobilisée et Transition Pro va venir compléter avec un cofinancement dans le cadre d'un PTP. Quelle que soit la mobilisation, à partir du moment où vous mobilisez ces points-là, c'est l'entièreté des points qui ont été identifiés, qui ont été sélectionnés, qui vont être mobilisés au même moment. Donc, soit une partie de vos points parce que vous en avez largement assez, vous n'en mobilisez qu'une partie, soit la totalité de vos points dans le cadre d'un pur avec cofinancement PTP, parce que là, vos points de C2P ne sont pas suffisants et donc on va mobiliser d'un coup la totalité de vos points C2P. Francis, n'hésite pas Oui, à non, mais je compléter pense si besoin. que ce que tu as dit est tout à fait juste et complet, donc pas de problème, effectivement. Et après, je reprends les questions. Oui, donc il y Est-ce avait que une la question sur la posture... posture assise prolongée dans Oui. les métiers administratifs rentre dans la définition de la posture pénible par rapport à ce qui a été évoqué sur le FIP. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu ce qu'a expliqué Francis. Alors cette fois-ci sur les facteurs de risque professionnel qui sont liés au C2P, c'est-à-dire qu'on a des seuils en termes d'exposition et en termes de durée. Dans le cas d'un métier administratif, la posture assise, elle n'est pas obligatoire, elle n'est pas contrainte. Effectivement, vous avez besoin d'être assis à votre bureau pour travailler sur ordinateur ou sur papier, mais à tout moment, vous pouvez prendre la décision de vous-même, de vous lever, de marcher un petit peu, de vous aérer et du coup de relâcher des tensions éventuellement sur les jambes ou le dos. Je prends l'exemple d'un conducteur de transport de marchandises. Là, cette fois-ci, la position, elle est contrainte. C'est-à-dire qu'il a ses pauses réglementaires, mais après, il est sur la route et il peut pas s'arrêter à n'importe quel moment pour aller se dégourdir les jambes. Donc là, on est vraiment sur une contrainte physique qui est obligatoire, qui est liée à l'activité en elle-même. Oui, je pense qu'il faut entendre ça par contrainte quand on parle des facteurs de risque. Dès l'instant où il y a contrainte, effectivement, c'est plus la même chose que lorsqu'on peut faire ce qu'on veut en autonomie. Et puis, sur les facteurs de risque liés à la santé mentale,
ce qui pourrait être ajouté au FIPU au regard de la priorité nationale, là, on est soumis à la réglementation. Hein. Sur le C2P, c'est la loi qui fixe les facteurs de risque qui déclenchent des points pénibilité. C'est la loi qui fixe les facteurs de risque qui sont associés au FIPU. C'est un principe de santé et de sécurité au travail. Aujourd'hui, même en prévention de santé et sécurité au travail, les risques de santé mentale ne sont pas étudiés, ne sont pas gérés de la même manière que des risques physiques. C'est peut-être des évolutions qui vont venir par la suite au niveau réglementaire. Aujourd'hui, nous, que ce soit Transition Pro ou le conseil en évolution professionnelle, on applique la loi, on applique le cadre légal et réglementaire. Si ce cadre évolue, évidemment, on suivra cette évolution. Alors, si on veut parler d'un point de vue politique, effectivement, si on a cette priorité nationale annoncée, ça peut être intéressant aussi de vous retourner vers vos élus nationaux, hein, députés, sénateurs ou autres, pour faire remonter cette problématique aussi. Je pense qu'elle est connue. De toute façon, si on fait une année priorité santé mentale, ça veut dire qu'il y a vraiment des problèmes. Par contre, à ce jour, il n'y a effectivement aucune information qui nous laisse penser qu'il y aura une intégration dans les facteurs de risque. Mais étant donné que seule la loi peut être changée, ça peut être fait effectivement par les élus nationaux. Donc, si vraiment c'est une problématique, ça peut revenir dans la discussion. Je vois une dernière question sur qui est à l'origine de la création du C2P. Est-ce que c'est le salarié, est-ce que c'est l'entreprise? Ça fonctionne grosso modo comme votre CPF. Votre CPF, c'est via les déclarations de l'entreprise, via les cotisations sociales et patronales, voilà, que votre CPF va être alimenté. Donc, si vous êtes sur un métier exposé à des facteurs de risque, de par ces déclarations, l'entreprise va créditer votre C2P, donc il sera automatiquement créé à partir de ce moment-là et il sera crédité des points pénibilité. Par contre, derrière, tout comme pour le CPF, vous, ce qui sera à votre main, c'est d'aller sur la plateforme et de créer votre accès au C2P pour pouvoir consulter le nombre de points et demander des attestations pour pouvoir les mobiliser. Mais je crois que c'est important, hein. Les points pénibilité, à l'origine, hein, on parlait de pénibilité, c'est bien une création réglementaire également, hein, comme le CPF. Simplement, effectivement, l'entreprise a une obligation de déclarer, dans le cadre, comme l'a dit Quentin, dans le cadre de la DNS, les postes qui sont liés au C2P. Effectivement, la CARSAT peut aider les entreprises à vérifier qu'ils sont dedans ou pas. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une entreprise qui limiterait le risque, comme par rapport au bruit, en mettant des casques ou des bouchons, des d'oreilles par exemple, pourrait être exemptée de ce C2P. Donc, c'est bien l'entreprise qui déclare et c'est le salarié qui profite, tout comme le CPF, comme l'a dit Quentin. Et donc, effectivement, à vous de créer, ou du moins, non pas de créer votre compte, comme on disait effectivement pour le CPF, mais bien de ouvrir votre accès, qui permettra, effectivement, si vous êtes sur un poste à facteur de risque, de voir ce que vous avez comme nombre de points sur ce compte. Ok, mais merci beaucoup. Et puis, donc, eh bien, en fait, l'idée, c'est aussi de savoir à qui s'adresse-t-on pour mobiliser ces dispositifs. Alors effectivement, pour mobiliser les trois dispositifs qu'on a vus, le C2P, le PUR et le FIPU, on a commencé un petit peu à en parler. Hein. On a deux acteurs qui sont assez incontournables du côté de l'accompagnement sur le projet et puis par rapport au dépôt et à l'instruction du dossier. On a le premier, donc c'est le conseil en évolution professionnelle qui est aujourd'hui pour les salariés du privé et les indépendants qui est porté par Avenir Actif, et le conseil en évolution professionnelle, il a pour objectif d'accompagner ses salariés et ses indépendants dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre de leurs projets professionnels afin d'identifier les dispositifs qui peuvent être mobilisés en fonction du projet, en fonction de la situation de la personne, d'identifier ce qui est le plus pertinent. Francis le disait, en fonction des facteurs de risque auxquels vous êtes exposé, ça peut être le C2P seul, ça peut être le PUR, ou alors ça peut être le FIPU.
de valider le projet professionnel avec la personne, vérifier son éligibilité aux différents dispositifs pour s'assurer qu'on ne va pas déposer un dossier pour lequel on ne serait pas éligible, estimer la prise en charge financière qui va en découler, que ce soit côté simplement CEP, mais aussi côté transition pro, en sachant que sur le CEP, on ne fait qu'une estimation. Après, c'est bien la commission de transition pro qui va acter et qui va valider à hauteur de la prise en charge. Et puis, le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, accompagne dans la mobilisation, la rédaction du dossier et le dépôt du dossier de demande de financement. Sachant qu'on est sur un service gratuit, c'est une mission de service public, donc qui est financée par l'État. C'est confidentiel, les échanges restent entre le conseiller et le salarié ou l'indépendant. C'est un service qui est accessible, qui est largement répandu sur la région Bourgogne-Franche-Comté. On a en tout 40 lieux d'accueil. C'est neutre, c'est-à-dire qu'on vous fournit des informations sans aucun jugement, sans aucune interprétation. On fournit le cadre, l'aspect réglementaire, et après, on vous conseille sur le plus pertinent. Quentin, je vais juste préciser une chose, si c'est possible, c'est que par rapport à... Il y a plusieurs opérateurs en conseil et en évolution professionnelle, puisque suivant le statut. Par contre, dans le cadre du PUR, où l'accompagnement CEP obligatoire, seul Avenir Actif est habilité à accompagner les salariés, donc tous les salariés, qu'ils soient cadres ou pas cadres, qu'ils soient, enfin, tout statut. C'est seulement Avenir Actif qui est habilité à accompagner dans le cadre du PUR. Ça, c'est important à le savoir parce que ce n'est pas la peine de prendre contact avec l'APEC, par exemple, si on est cadre. C'est bien Avenir Actif qui se charge de l'accompagnement. C'est prévu comme ça. C'est aussi réglementaire puisque c'est prévu dans les décrets. Donc, je pense qu'il faut le préciser quand même pour éviter que les gens s'orientent vers un autre opérateur qui ne pourrait pas les suivre. Tout à fait, tu fais bien de le préciser. Et donc, pour continuer sur le rôle du conseil en évolution professionnelle, le CEP Avenir Actif propose une gamme d'offres de services, enfin, de prendre du recul sur sa situation, s'informer sur des opportunités, que ce soit d'emploi, de formation, pour pouvoir évoluer au sein de son entreprise ou en externe, pouvoir également accompagner des projets de création et de reprise d'entreprise, de changement de métier ou de secteur d'activité, et puis vous accompagner aussi sur le mieux dialoguer avec son employeur, notamment pour préparer des entretiens annuels ou des entretiens professionnels, ou accompagner, argumenter des projets de reconversion que vous allez défendre auprès de votre employeur. Et puis, je vous le disais, en Bourgogne-Franche-Comté, on a 40 lieux d'accueil sur toute la région. Vous avez la carte juste à droite avec des modalités d'accompagnement en présentiel, en téléphone ou en visioconférence pour venir s'adapter en fonction de vos contraintes personnelles et professionnelles. L'objectif, c'est qu'on essaie toujours de trouver le bon moment pour se voir en rendez-vous. Et pour aller plus loin, si vous le souhaitez, vous avez un numéro unique d'appel et le site avenir-actif.org/BFC où vous retrouvez l'ensemble de notre documentation et également une possibilité de prendre rendez-vous directement via le site. Et un des aspects, justement, on a parlé beaucoup d'instruction de dossiers, mais l'objectif, c'est aussi de vous accompagner sur le choix du métier, le projet professionnel. Et là-dessus, le Conseil en évolution professionnelle vous permet de vous informer sur les métiers de votre territoire, notamment en bénéficiant d'un accompagnement individuel et personnalisé, en lien avec les besoins que vous exprimez, en lien avec vos contraintes personnelles, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit une organisation familiale ou d'autres types de contraintes, et également donc sur les questions d'usure professionnelle. Vous avez des ateliers collectifs qui permettent d'explorer le marché de l'emploi, donc on n'est pas que sur de l'accompagnement individuel si vous le souhaitez. Vous pouvez participer à des événements de découverte de métiers via des forums, via des labs. On a également les webinaires sectoriels qui sont proposés par Amphore qui permettent de découvrir des secteurs d'activité, des métiers qui y sont associés. Vous avez la possibilité de réaliser des enquêtes métiers et également de réaliser des immersions professionnelles, des stages qui vont vous permettre de tester
les métiers pour pouvoir valider votre projet professionnel. Donc, ça vous permet d'identifier un métier qui vous intéresse, de voir avec votre conseiller pour mettre en place une convention de stage, en sachant que vous pouvez réaliser un stage de 4 semaines maximum renouvelable une fois. On peut le porter à 8 semaines au total, en sachant que quand on renouvelle, il faut qu'on change d'objectif. On a 3 objectifs sur une immersion professionnelle. La découverte métier, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas le métier, vous en avez entendu parler, vous avez commencé à vous renseigner, mais vous avez besoin de le découvrir. Vous avez la validation du projet. Donc là, cette fois-ci, c'est un métier que vous connaissez, mais vous avez besoin de le tester pour être sûr que c'est ce projet professionnel et pas un autre. Et puis, le troisième objectif, c'est l'immersion professionnelle en amont d'un recrutement. Donc, vous allez faire un stage pour tester l'environnement de travail avant de confirmer votre positionnement sur une candidature, par exemple. Donc, quand on ne renouvelle jamais sur le même objectif. Et avec le conseiller, vous allez pouvoir faire un bilan de votre immersion professionnelle, en retirer les avantages, les inconvénients, pouvoir confirmer ce projet ou un autre si besoin, et également valoriser évidemment cette expérience parce qu'un stage reste une expérience professionnelle dans le cadre de votre CV, de votre profil de compétences, qui va vous permettre derrière d'avancer dans vos démarches, l'objectif étant de valider votre projet professionnel et d'avoir le plus d'éléments possible pour derrière argumenter votre demande de financement, par exemple sur un dossier PUR ou FIPUR auprès de Transition Pro. Mais si vous n'y êtes pas éligible, ça peut être aussi dans le cadre d'un dossier PTP classique. Et pour conclure sur cette présentation, si vous avez ce type de projet, comment procéder? Souvent, la première étape, ça va être déjà de prendre attache auprès du conseil en évolution professionnelle pour déjà faire le point sur votre situation, vérifier l'éligibilité au dispositif, mais également vérifier que vous n'avez pas de contraintes qui va venir freiner votre projet professionnel sur lesquels il va falloir qu'on fasse attention dans la mise en place du plan d'action. Avancer dans vos démarches qui peut se faire soit en accompagnement avec le CEP, soit en autonomie. Ça dépend d'où vous en êtes dans votre situation. Valider votre projet professionnel et commencer à constituer votre dossier de demande de financement. Pareil, ça peut se faire avec le conseiller en évolution professionnelle. Nous, on est là pour vous accompagner. Si vous souhaitez le faire en autonomie et simplement faire un check à la fin avec le CEP, c'est aussi envisageable. Et puis, si nécessaire, dans le cadre du C2P ou du PUR, télécharger l'attestation de points sur la plateforme de C2P, du compte professionnel de prévention. Prendre attache aussi auprès de Transition Pro pour pouvoir déposer votre dossier de demande de financement, quel qu'il soit. Et puis, une fois le dossier validé, vous finalisez les démarches auprès de la plateforme C2P pour mobiliser vos points C2P dans le cadre d'un amendement C2P ou dans le cadre d'un PUR. Et derrière, vous pouvez partir en formation en lien avec votre projet. Merci beaucoup. On va arriver à la fin de notre webinaire. Il y avait une dernière question qui fait le lien entre ce qui a été évoqué et puis l'usure professionnelle et autre chose qui est la situation de handicap. La question, c'était de savoir est-ce que l'usure professionnelle qui peut conduire à une situation de handicap suppose des formes de priorité pour les personnes en situation de handicap dans le cadre du FIPU? Alors, que ce soit dans le cadre du PTP classique ou dans le cadre du FIPU, les seules priorités liées au handicap, c'est quand les personnes sont en risque d'inaptitude. Donc, on est plus loin que la simple reconnaissance TH. Donc, effectivement, il n'y a pas cette priorité réglementaire ou sur le papier, comme on peut dire. Par contre, dans la présentation du projet, les commissaires sont mis au courant de cette situation et donc peuvent effectivement avoir, on va dire, une souplesse dans le cadre de la décision, mais il n'y a pas, entre guillemets, de priorité en tant que telle. Par contre, c'est vrai que c'est intéressant de poser la question du handicap parce que associé au handicap, on va avoir des contraintes qui vont être physiques, mentales, psychologiques et qui vont venir impacter aussi le travail sur le projet professionnel pour cibler un métier qui soit en adéquation aussi avec ces contraintes-là. Et ça fait partie des éléments qui sont aussi étudiés, si je me trompe pas, Francis, dans le cadre des commissions Transition Pro quand Oui, tout à fait. vous étudiez les dossiers. Tout à fait, c'est ça.
effectivement, on prend en compte l'écosystème de la personne, pas seulement c'est pas seulement l'écrit du projet. Donc, ce qui permet effectivement d'avoir certaines souplesses parfois, mais sur le papier, il n'y a pas de priorité en tant que telle aujourd'hui. Il y en a eu, mais plus aujourd'hui. Ok, bien, bah, je pense qu'on a fait le tour du sujet. En tout cas, un grand merci à Francis et à Quentin donc pour cette Merci. présentation, hein. Et Merci. bon, ça nous a aussi permis de découvrir des dispositifs dont on n'a pas souvent recours, mais en fait qui sont quand même fortement utiles pour accompagner la reconversion donc et le maintien dans l'emploi. Donc ça, c'est surtout important. Donc je dis encore merci à vous deux donc Merci. de vous être Merci pour mobilisés l'invitation. à chaque fois. Merci. Merci à vous. Je Merci. me joins aux remerciements parce que c'était vraiment très très riche. Tous les éléments synthétiques seront présentés dans une infographie parce que la question avait été reposée. Et puis avant de nous quitter, vous aurez accès à un petit sondage en ligne, hein, une petite enquête de satisfaction. Merci de prendre 1 minute pour la renseigner et puis éventuellement de nous faire part d'un souhait pour un prochain temps fort, Mm. puisqu'on prend aussi vos besoins de manière à organiser les choses en fonction de ce qui est le plus intéressant pour vous. Merci Alexa. Oui, effectivement, donc les temps forts continuent hein, et le prochain épisode qui aura lieu en décembre sera consacré à l'actualité de la formation et donc là nous aurons bien sûr Alexa comme à son habitude donc pour cette présentation. Merci à tous et puis donc l'inscription sera bientôt en ligne hein, donc n'hésitez pas à y aller sans problème. Merci encore Merci. à nos invités. Merci beaucoup. Merci à Oui. tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt sur les prochains temps forts. Bonne Au journée. revoir.